Bienvenue sur la chaîne Entertainment Animé. Ici, nous plongeons dans les aventures épiques et inoubliables de l'univers de One Piece, où Monkey D. Luffy et l'équipage du Chapeau de Paille naviguent contre vent et marée à la recherche du One Piece et pour réaliser leur rêve de devenir le roi des pirates. Préparez-vous à entrer dans ce monde coloré et plein d'aventures extraordinaires avec nous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des dernières mises à jour sur l'univers de One Piece. Alors, c'est parti. Dans le dernier chapitre, l'histoire se poursuit avec la rencontre entre Luffy et Loki. Leur dialogue est tendu. Et Loki ne cesse de provoquer Luffy en incitant à chercher la clé, capable de libérer les chaînes en granit marin qui le retiennent. Loki promet à Luffy de lui révéler tous les secrets concernant Shanks s'il parvient à le libérer. Au départ, Luffy semble peu intéressé et déclare qu'il n'a pas besoin de clé. Il se rappelle avoir déjà réussi à briser des chaînes en granit marin dans la prison d'Udon, à Wano, simplement grâce à la puissance de son haki. Cependant, cette fois, Loki explique que les chaînes qui le retiennent sont faites d'un granit marin bien plus puissant que tout ce que Luffy a affronté auparavant. Loki poursuit en expliquant que les chaînes et les menottes ordinaires utilisées ailleurs ne contiennent que 60 à 70 de granit marin pur, le reste étant composé d'autres matériaux pour faciliter leur fabrication. Le granit marin pur est extrêmement difficile à modeler, ce qui explique pourquoi il est généralement mélangé à d'autres composants. Mais les chaînes qui enserrent Loki à Elbaf sont différentes. Elles sont fabriquées à partir de granit marin 100% pur, une prouesse exceptionnelle réalisée par un forgeron renommé d'Elbaf du nom de Jaguar des Sol. Selon la légende, Sol aurait appris cette technique grâce à des écrits anciens provenant de la civilisation d'Ohara, détruite il y a longtemps. C'est pour cette raison que les chaînes de Loki sont bien plus solides, même pour un géant possédant le haki le plus puissant. En entendant ce défi, Luffy tenta d'utiliser son haki pour briser les chaînes qui retenaient Loki. Avec une détermination brûlante, il agrandit sa main grâce à sa technique emblématique et concentra un haki de haut niveau dans son cou. Cependant, malgré tous ses efforts, les chaînes restèrent intactes. Luffy comprit finalement qu'une clé était nécessaire pour libérer Loki. Ce dernier, malin, profita de la curiosité de Luffy. Voyant que Luffy était attiré par les défis, Loki commença à le provoquer en affirmant que la quête de la clé serait extrêmement difficile et dangereuse, car elle était étroitement gardée par les redoutables géants d'Elbaf. Loki continua à tester les émotions de Luffy, insinuant que ce dernier pourrait bien avoir peur d'affronter les gardiens géants protégeant la clé. Ces paroles touchèrent un point sensible chez Luffy. Pour lui, rien ne pouvait l'effrayer à présent, surtout après être devenu l'un des Yonko et avoir maîtrisé des pouvoirs exceptionnels grâce à son fruit du démon et son haki. Avec une confiance grandissante, Luffy commença à envisager sérieusement d'accepter ce défi et de partir à la recherche de la clé. Asen se déplace vers le palais royal de Warlan, où est soigneusement gardée la clé des chaînes de Loki. Ce palais se trouve au centre du gigantesque arbre à dents et rayonne de magnificence, entouré de gardes géants d'Elbaf. L'un des gardiens de cette clé n'est autre que le nouveau prince d'Elbaf, fils du roi actuel. Ce jeune prince, au caractère farouche et à l'esprit combatif, nourrit l'espoir de voir Loki libéré pour avoir la chance de l'affronter et de le vaincre en duel. Cependant, les autres géants lui rappellent que la puissance de Loki est terriblement redoutable et qu'aucun géant, même le plus fort, ne pourrait le défier seul. Entendant ces avertissements, le prince se sent frustré, mais il ne peut nier l'incroyable force de Loki. L'histoire se déplace ensuite vers l'île de Hachinosu, quartier général des pirates de Barbe Noire. Lafitte, un des membres de l'équipage, revient d'une mission de reconnaissance autour de Red Line. Il informe Barbe Noire que l'armée révolutionnaire a réussi à perturber les approvisionnements alimentaires vers Marijoa. Lafitte explique que leur stratégie est si efficace qu'elle met le gouvernement mondial en grande difficulté. Barbe Noire esquisse un sourire rusé, voyant dans ce chaos une opportunité pour tirer profit de la situation. Avant de mettre son plan à exécution, il demande à Lafitte d'utiliser ses pouvoirs sur Pudding, membre de l'équipage de Big Mom Kills, ont capturé. Grâce à son troisième œil, Pudding détient la capacité de lire les poneglyphes, un atout crucial pour permettre à Barbe Noire de localiser des armes antiques. Au début, Pudding refuse de coopérer. Cependant, sous l'influence de l'hypnose de Lafitte, elle finit par lire les poneglyphes présents sur l'île de Hachinosu. À partir des inscriptions de ces poneglyphes, Barbe Noire découvre une information stupéfiante. L'arme antique Uranus est entre les mains du gouvernement mondial et est cachée à Marijoa. En apprenant cela, Barbe Noire commence à élaborer un plan ambitieux pour exploiter cette information et tenter de s'emparer de cette arme antique, réputée pour son pouvoir extraordinaire. La situation devient encore plus tendue. Caribou, qui se trouvait secrètement à Hachinosu, révèle l'emplacement des deux autres armes antiques, Pluton, situé à Wano Kuni, et Poséidon, localisé sur l'île des Hommes-Poissons. Désormais, Barbe Noire connaît l'emplacement des trois armes antiques et semble extatique face à la perspective d'un tel pouvoir à sa portée. Pendant ce temps, ailleurs, Beppo et Law apparaissent sur une île après avoir échappé à l'attaque des pirates de Barbe Noire. Là, ils rencontrent un groupe de l'armée révolutionnaire qui est en train d'aider des rebelles dans cette région. Un membre de l'armée révolutionnaire reconnaît Law et informe immédiatement Dragon et Sabo de sa présence. En apprenant la destruction de l'équipage de Trafalgar Law,
Sabo propose de tenter de recruter l'eau comme nouvel allié pour leur cause. Dragon commence à envisager cette possibilité, conscient du potentiel immense des compétences de l'eau, à la fois en tant que médecin et en tant que combattant. Histoire se déplace ensuite vers l'archipel de Sabaody, où Rayleigh est vu en train de se préparer à naviguer vers le Nouveau Monde. Il applique un revêtement de bulles caractéristique de l'île des Hommes-Poissons sur son navire, indiquant qu'il prévoit de suivre cette route. Pendant ce temps, dans une autre partie des mers, l'équipage des Pirates du Roux, dirigé par Shanks, reçoit des informations provenant de Hachinosu concernant le grand plan de Barbe Noire pour s'emparer des armes antiques. En apprenant cette nouvelle, Shanks prend conscience de la menace imminente et décide immédiatement d'agir avant qu'il ne soit trop tard pour arrêter les ambitions de Barbe Noire, qui pourraient bouleverser l'équilibre du monde. Ainsi, ce chapitre tisse plusieurs intrigues palpitantes, allant des défis de Luffy à Elbaf jusqu'aux grandes manœuvres impliquant Barbe Noire, l'armée révolutionnaire et les armes antiques. Chaque action des personnages intensifie la tension, laissant présager qu'une bataille majeure dans le Nouveau Monde est sur le point d'éclater. Dans ce chapitre, la discussion entre Luffy et Loki devient de plus en plus profonde et intense. D'après les révélations du passé, il est dévoilé que Loki a vécu un événement tragique. Il affirme avoir tué son père pour obtenir un fruit du démon. Cependant, Loki ne sait toujours pas comment atteindre l'éveil de son pouvoir lié à ce fruit. Luffy raconte alors comment il a failli mourir lors de son combat contre Kaido. Dans cet état critique, le pouvoir de son fruit du démon cesse soudainement éveillé, lui permettant d'atteindre une nouvelle forme connue sous le nom de Gear 5. Face à la confusion de Loki, Luffy répond spontanément que peut-être, pour atteindre l'éveil, Loki devra affronter un adversaire extrêmement puissant et se retrouver aux portes de la mort. Loki éclate de rire à cette réponse et propose immédiatement que Luffy devienne son adversaire dans un combat. Luffy refuse, expliquant qu'il n'a pas le temps car il doit retrouver ses amis, en particulier Nami comme il l'a promis. D'un autre côté, l'histoire se poursuit en se concentrant sur l'équipage de Luffy, qui se dirige vers le centre de l'arbre de la migration à Elbaf. Ce groupe est composé de Zoro, Sanji, Nami, Usopp et Chopper. Ils ont réussi à traverser la deuxième partie de la ville située dans l'arbre de la migration. Zoro, en tant que principal épéiste de Luffy, est prêt à affronter de puissants ennemis qu'ils pourraient rencontrer sur leur chemin. Le nom de Zoro devient de plus en plus célèbre à travers les mers et les combats qu'il mènera renforceront sûrement davantage sa réputation. Bien qu'il ait déjà pénétré dans la ville de l'arbre de la migration, ils ont décidé d'attendre Luffy avant d'aller plus loin. Ils s'inquiètent qu'en avançant trop, Luffy pourrait se perdre ou s'attirer des ennuis. Dans un autre endroit, l'histoire se concentre sur l'île de Karari, le quartier général de la Cross Guild dirigé par Crocodile, Mihawk et T-Buggy. La Cross Guild devient de plus en plus sérieuse dans sa mission de renverser la marine. Elle bénéficie du soutien de diverses organisations clandestines du monde souterrain, financées par ces dernières. Les Marines ont pris conscience que la Cross Guild est une alliance de pirates extraordinairement riches. Leur initiative d'offrir des primes sur la tête des marines a provoqué un grand désordre. Cependant, la Cross Guild n'a pas encore réussi à abattre une figure majeure de la marine, ce qui commence à susciter l'insatisfaction de certaines organisations obscures. Face à cette situation, Crocodile élabore un plan pour garantir la fidélité de leurs alliés en s'assurant de frapper un grand coup. Son idée est de vaincre un haut gradé de la marine pour renforcer la réputation de la Cross Guild. Pour cela, Mihawk est désigné pour affronter l'un des amiraux de la marine, l'amiral Ryokugyu. Ce duel promet d'attirer l'attention du monde entier. En tant que meilleur épéiste du monde, Mihawk est pressenti comme le favori pour remporter ce combat, même s'il est peu probable que Ryokugyu perde la vie. La nouvelle de la défaite d'un amiral provoquerait un tremblement mondial, démoraliserait la marine et renforcerait la loyauté des organisations clandestines envers la Cross Guild. L'histoire se déplace vers un autre lieu, mettant en lumière l'île de Hachinosu, le repère des pirates de Barbe Noire. Kuzan, l'un des commandants de Barbe Noire et ancien amiral de la marine, se voit confier une mission cruciale après avoir capturé Pudding, capable de lire les poneglyphes. Désormais, Barbe Noire élabore un nouveau plan Kidnapper York, l'un des clones de Vegapunk de l'île d'Egghead. Barbe Noire prévoit d'utiliser York pour obtenir des informations vitales sur Vegapunk et comme moyen de négociation avec le gouvernement mondial. Ce plan intensifie les tensions entre Barbe Noire et le gouvernement mondial. Si Barbe Noire réussit, il se retrouverait en position de force. Pendant ce temps, les pirates du Roux, sous la direction de Shanks, entrent également en scène. Ils reçoivent un rapport sur les intentions de Barbe Noire de s'approprier des armes antiques. Conscient du danger majeur que cela représente pour l'équilibre mondial, Shanks décide d'agir rapidement. Shanks et son équipage prennent alors la décision de passer à l'action avant qu'il ne soit trop tard, déterminés à contrer la menace de Barbe Noire et à empêcher que les armes antiques tombent entre de mauvaises mains. Dans ce chapitre, non seulement le conflit entre les Yonko s'intensifie, mais des personnages légendaires, autrefois dans l'ombre, refont également surface. Parmi eux, le légendaire pirate Shiki le Lion d'Or, qui serait sur le point de s'allier avec Silver X, un ancien membre de l'équipage des pirates de Rox. Et que la relation entre les membres de l'équipage de Rox soit connue pour être pleine de conflits, l'alliance entre Shiki et Silver X est similaire à celle de Kaido et Big Mom, formée pour atteindre un objectif commun.
Leur alliance risque de se confronter aux pirates d'Akagami, car ils convoitent tous deux le légendaire trésor du One Piece. Avec toutes les grandes puissances qui commencent à se diriger vers la Grand Line pour chasser le One Piece, ce chapitre donne de grands indices sur les batailles et les alliances à venir. La compétition devient de plus en plus intense. Et l'avenir du monde de One Piece dépend de celui qui parviendra à atteindre Raftel en premier. Les événements récents augmentent la tension dans cette dernière saga, captivant les lecteurs et les incitant à continuer de suivre cette épopée. Voilà la théorie qui pourrait se réaliser dans le chapitre 1132. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé ce contenu et abonnez-vous pour ne pas manquer les dernières vidéos.